Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette table ronde, notamment sur l'intégration des compétences de durabilité pour relever le défi des talents ESG. Alors, je suis Thomas Launay, je suis chargé de formation chez Novetic et aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Bonjour. Nolwenn Brossier, donc chargée de projet de The Shift Project. Bonjour. Mais aussi Jacques Deforge, donc directeur général de Finance Montréal. Bonjour. Et Jean-David Orange, donc du coup associé de KPMG Advisory et aussi responsable des activités de People and Change de KPMG. Bonjour. Alors, pourquoi parle-t-on aujourd'hui de défis des talents ESG? Alors, c'est une certitude. Aujourd'hui, on doit revoir notamment nos modèles économiques pour faire face aux enjeux climatiques. Et c'est d'ailleurs dans ce but que la Commission européenne a mis en place donc, du coup, son Green Deal avec le déploiement de plusieurs réglementations comme la taxonomie européenne des activités vertes, mais aussi la SFRD. Alors, pour que chaque entreprise, justement, puisse moderniser et transformer son modèle pour s'adapter notamment aux réglementations, mais aussi aux enjeux climatiques, elle doit s'appuyer sur ses talents. Alors parce qu'il apparaît évident que peu importe quelle stratégie on souhaite mettre en place, si derrière nous n'avons personne ou nos personnalités pour les concrétiser, elles ne marcheront pas. Alors ce constat et ce manque de talent, il a été notamment vu et les académiques ont commencé à mettre en place des programmes de formation pour justement répondre à ces différents changements. Mais ça suffira peut-être pour former la future génération, mais c'est maintenant qu'on doit agir pour avoir un impact. Alors comment on va réussir à relever ce défi opérationnellement? Quels sont les acteurs et les compétences clés qui sont nécessaires pour réussir nos transitions? Alors toutes ces questions, on va les voir notamment sur cette table ronde. Et justement, pour commencer un peu ce tour de table, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu votre activité à tour de rôle et nous décrire un peu comment vous vivez un peu ce manque de talent ESG dans vos activités respectives. Alors on va peut-être commencer par vous, Jacques. Oui, merci beaucoup. D'entrée de jeu, je voudrais quand même remercier l'invitation de Finance for Tomorrow à nous convier à cette journée. Comme l'a dit Thierry Déault, nous avons signé cette année une entente stratégique avec Finance for Tomorrow pour précisément établir un corridor de bons échanges et de bonnes pratiques. Et on termine une mission ici à Paris avec pas mal de représentants de l'écosystème pour en tirer. Donc, la façon qu'on le vit, écoutez, c'est certain que à Montréal comme ici, la rareté de talent dans l'ensemble de tout ce qui touche la finance durable est criant. Donc nous, on en a fait un axe stratégique important. On a engagé plusieurs actions concrètes qu'on pourra certainement discuter plus tard, mais c'est devenu vraiment un axe prioritaire pour nous, à tel titre même que l'un de nos grands dirigeants au Québec, qui est le président du Mouvement des Jardins, Guy Cormier, peut-être certains connaissent, a pris le parrainage de cet engagement de développement de talent. Et c'est le plus gros employeur en finance au Québec. Donc ça montre le sérieux de la démarche. Donc voilà un petit peu la situation chez nous. Merci beaucoup. Alors Anne-Catherine, donc, du coup, comment vous avez vécu un peu ce manque de talent? Alors oui, Novetic existe depuis 2001 et on est un web média dédié à ces sujets-là. Et en fait, on a décidé de lancer une activité de formation en 2017 avec l'idée suivante, c'est que compte tenu de la montée en puissance de la finance durable en termes de développement, en termes de cadre réglementaire sur l'Europe, on allait avoir un énorme problème qui est d'ailleurs là, qui est le fait que peut-être, et encore, on va en reparler, ça pourrait s'améliorer, on va former les jeunes générations, mais qu'en fait, on avait besoin de former et massivement l'ensemble des gens qui aujourd'hui opèrent dans la finance directement, mais aussi dans les entreprises, mais aussi dans toutes celles qui sont à l'interface avec les financiers qui intègrent des critères ESG. Et avec nos petits bras musclés, parce qu'on est une petite structure, on s'est dit qu'il fallait proposer ce type de formation, c'est-à-dire créer ça, ignorant la complexité des organismes de formation française. Donc on est rentré dans cette complexité-là pour développer aujourd'hui une activité importante, dont on pense aujourd'hui que ce qui est important, c'est certes de former le secteur financier, mais il y a une dynamique qui est lancée dans toutes ces dimensions, mais qu'il y a encore des champs
extrêmement vaste, en particulier dans le domaine bancaire, puisque à la limite, la gestion d'actifs a quand même développé énormément de choses depuis pas mal d'années. En revanche, dans le monde bancaire, dans la capacité à évaluer les risques ESG, à trier les prêts, à être capable de voir jusqu'où une entreprise est réellement alignée ou pas avec la taxonomie européenne, quels sont ses capex et est-ce que ça va dans le bon sens. Ça, c'est vraiment des compétences spécifiques qui nécessitent une formation pointue. Et notre idée, à partir de 2023, c'est aussi d'ouvrir ces formations-là à un monde d'entreprise, au sens où, j'allais dire, dès qu'on sort du CAC 40, allez, on va dire SBF 120 pour être un peu large, les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, ignorent tout de ces critères ESG, de la façon dont les financiers sont en train de revoir complètement leur modèle d'investissement et d'analyse de risque, et que donc nous, à notre échelle, on peut tout à fait jouer un rôle d'accélérateur par la formation pour bien faire le lien entre finance et entreprise, en sachant que très clairement, il y a 20 ans, ça devait être les deux faces d'une même médaille, l'ISR et la RSE. 20 ans plus tard, c'est deux droites parallèles, et donc nous, on fait le pari qu'on va pouvoir faire se croiser des droites parallèles, c'est vous dire le niveau d'ambition. C'est sûr. Alors l'ambition justement. Mathématiquement, c'est pas possible. Mais on va revenir parce que c'est très ambitieux justement le défi qu'on se lance. Alors justement, Jean-David, est-ce que donc du coup vous pouvez nous présenter un petit peu vos activités et comment vous le sentez? Alors les droites parallèles, ça se rejoint à l'infini normalement, donc c'est assez vrai, loin de mon horizon. Donc ravi d'être là avec vous. Donc moi je suis associé chez KPMG. Donc KPMG c'est un cabinet de conseil, d'audit et de taxes. Donc nous le défi pour nous des talents, on le vit au prisme de la transformation de nos clients. Donc comme la transformation s'est accélérée de manière phénoménale et elle touche tous les métiers, toutes les fonctions, tous secteurs et toute taille d'entreprise, au niveau mondial, on a lancé un plan d'urgence pour upskiller tout le monde sur l'ESG et ça se traduit par un déblocage d'un investissement de 1,5 milliard qu'on a lancé il y a 18 mois, qui va financer en fait des hubs au niveau régionaux et mondial sur des sujets sur le climat, le droit social, la biodiversité, la finance durable, mais également le recrutement de milliers de professionnels dédiés sur l'ESG, un plan de formation donc avec une ingénierie très spécifique et des partenariats avec 3 universités pour nos 236 000 collaborateurs dans le monde, à la fois sur un vernis et un socle général, mais aussi sur des sujets très spécifiques. Et puis un investissement aussi en R&D pour faire évoluer nos offres de services, nos alliances, nos partenariats et des acquisitions. Donc oui, la montée en compétences pour nous, on la ressent très très forte. Et c'est une question de pérennité pour nous, pour accompagner nos clients dans ce qui est aussi une pérennité pour eux. Voilà. Super, merci beaucoup. Et Nolwenn, donc du coup, vous êtes chargé de projet chez The Shift Project. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur The Shift, s'il vous plaît? Oui, alors merci pour cette question. Déjà, je voulais dire que je suis ravie de pouvoir présenter les résultats de notre étude devant vous aujourd'hui. Donc, je suis Nolwenn Brosset, je travaille au Shift Project. Le Shift, c'est une association qui a pour but de décarboner l'économie française. L'approche du shift de l'économie, c'est une approche très physique. Donc, par exemple, on a développé un plan de transformation de l'économie française dans lequel on s'est demandé quelles seraient les mesures à faire par secteur pour réduire de 5% par an nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui est en fait l'objectif, même si maintenant c'est plutôt 7% vu qu'on a pris du retard. Et donc finalement on essaie de voir la faisabilité de cette transition à l'aune aussi des besoins en énergie, évidemment des énergies qui ne sont pas fossiles, et en besoin de matière. Et ensuite on s'est intéressé à la formation, à l'enseignement supérieur et à la recherche depuis 2019 en faisant le constat d'un manque de formation abordant les enjeux écologiques et notamment les enjeux énergie-climat. Et en fait, on a décidé en 2022 de lancer un projet dédié à la finance, donc, qui s'appelle ClimatSup Finance, puisque la finance est un levier majeur dans la transformation de notre économie en tant que financeur de l'économie réelle. Et donc la finance doit d'une part financer la transition,
l'Institut Rousseau avait estimé à 2% du PIB de surinvestissement par an pour atteindre 2 degrés de réchauffement climatique. Et il faut aussi que la finance arrête de financer le business as usual, donc qu'il arrête progressivement de financer les énergies fossiles et nous entraîne vers une transition, une transformation de l'économie. Alors je voudrais revenir sur la question des talents ESG. Et je voudrais juste la reformuler puisque je me demande si on a vraiment besoin de talents ESG, dans le sens où on ne sait pas vraiment définir le E, ni le S, ni le G. On ne sait pas non plus quelle est la pondération de l'un par rapport à l'autre. On peut avoir une très bonne note en G, ce qui permet d'avoir une très bonne note globale en ESG. Et finalement, on oublie de se poser la question de l'impact, ce qui est quand même ce qui est le plus important quand on s'intéresse à la transition écologique. Et pour moi, la vraie question qu'il faut se poser, c'est la question du manque de compétences, le manque de compréhension des limites planétaires et de ce qu'elles impliquent pour la pratique de la finance. Et c'est justement à cette question-là que souhaite répondre le projet Climat Sub Finance, en faisant d'un côté un état des lieux des formations en finance en France, du point de vue de leur intégration ou non des enjeux écologiques, et en comprenant évidemment les formations continues. Et on a développé un socle de connaissances et de compétences avec une déclinaison pour certaines familles de métiers. Alors justement, ce socle de connaissances, j'allais y venir, parce que c'est vrai que, comme vous le dites très bien, le but c'est vraiment d'avoir le maximum d'impact. Donc vous avez fait une étude sur le sujet pour mesurer un peu cette pénurie de talents. Donc du coup, aujourd'hui, quel est le socle de compétences qui sont nécessaires pour réussir notre transition? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les résultats de cette étude? Oui, bien sûr. Alors, avant de présenter les résultats, le socle de connaissances et de compétences, je voulais revenir sur l'état des lieux qu'on a mené, puisqu'on parle ici de pénurie de talents. Et je voudrais revenir à la formation, qui est quand même le socle pour pouvoir transformer en profondeur le système, puisque les personnes qui ne sont formées qu'à la finance ne peuvent pas forcément comprendre les enjeux des limites planétaires. Et en étudiant près de 1400 parcours uniques de formation en France, on s'est rendu compte que seulement 5% des formations intégraient les enjeux écologiques. Et parmi ces 5%, il y a certaines formations qui sont des formations continues de seulement quelques heures. Donc on ne peut pas considérer que quelques heures de formation, ce soit suffisant. On peut considérer que c'est de la sensibilisation, mais pas forcément de la formation. Donc nous, notre approche, c'est d'avoir pour idée que 100% des acteurs de la finance doivent être formés aux enjeux écologiques et à l'implication de ce que ça veut dire pour la pratique de leur métier. Et justement, on a développé un socle de connaissances et de compétences. D'un côté, on a donc des connaissances qui relèvent des contraintes physiques. Donc on a évidemment le changement climatique, quelles sont ses causes, quelles sont ses conséquences, l'érosion de la biodiversité, quels sont les impacts et dépendances de notre société, des différentes chaînes de valeur en fonction de ce qu'on étudie. Il y a aussi l'enjeu de l'approvisionnement énergétique qui est parfois un peu oublié, mais plus trop actuellement dû à la guerre en Ukraine actuelle. Mais on a aussi, en fait, on a dépassé le pic de production de pétrole conventionnel en 2008. Donc à partir de maintenant, on est sur un plateau stable qui va aller en descendant. Donc il va falloir aussi se sevrer de gré ou de force des énergies fossiles. Et on a par ailleurs l'épuisement d'autres ressources minérales qui sont utiles à la transition. D'un autre côté, il y a encore d'autres connaissances qui relèvent des moyens institutionnels et techniques, comme le système économique et financier, quelle est son histoire, quel est le rôle de la finance, est-ce qu'on peut revenir à un rôle de la finance qui finance l'économie réelle, et comment le faire. Du coup, tout ça, c'est pour donner des outils aux acteurs de la finance, qu'ils soient en formation initiale et continue, pour pouvoir en fait comprendre, pour pouvoir agir face aux crises qui ne manqueront pas de se produire dans la totalité de leur carrière ou de leur parcours professionnel, voire personnel. Et par ailleurs, il y a aussi des compétences. Donc on a l'approche systémique qui est très important. Il faut avoir aussi un regard pluridisciplinaire, notamment avec l'appui des sciences sociales, mais aussi des sciences évidemment de la nature, les sciences physiques,
pouvoir avoir un esprit critique et pouvoir se placer dans une démarche prospective. Donc si je peux juste finir sur, par exemple, un exemple pour une famille de métiers qu'on a choisi, comme qui est la famille du financement de projets ou d'activités. Il y a certaines connaissances qui sont utiles de savoir pour pouvoir financer les projets qui permettent la transformation écologique de notre économie. Donc déjà, dans un premier temps, il faut savoir ce qu'est un projet vraiment écologique qui respecte les limites planétaires. Donc il faut connaître les ordres de grandeur sectoriels, il faut connaître certains scénarios de décarbonation, quelles sont les technologies qui peuvent être utiles et celles qui sont en fait plutôt des mirages. Il faut aussi connaître les impacts et dépendances sectorielles pour la biodiversité et la criticité des ressources. Et enfin, en fait, là je parle seulement de quelques exemples de ce qu'on a développé et je vous inviterai à lire ou à regarder la présentation de notre rapport qui aura lieu le 15 décembre. Super, merci beaucoup Nolone. Alors justement, Jean-David, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que ces compétences, elles sont quand même très diversifiées pour vraiment avoir un impact. Et le but aussi, c'est de les partager, justement de partager les bonnes pratiques, partager les connaissances qui seront nécessaires pour y arriver. Alors Jacques, justement, par le biais de votre activité, vous aussi, vous essayez de partager ces connaissances. Donc du coup, comment vous entraînez avec votre écosystème, comment vous entraînez donc, du coup, sur ces thématiques pour les partager? Oui, alors d'abord, il faut donner un petit peu des éléments de contexte sur ce qu'on est. Au fond, on est une grappe industrielle et on réunit autour de la table, si je peux dire, la liste de nos membres est facilement disponible sur Internet. On a évidemment tous les acteurs financiers, donc les banques, les assureurs, les gestionnaires d'actifs, les fonds de pension. On a également, et ça c'est important dans le contexte, les universités. Donc vous savez peut-être que Montréal est une ville universitaire de premier plan, avec 4 universités majeures. On a aussi un pôle d'intelligence artificielle qui est réputé mondialement. Et on a également autour de la table, et c'est très important aussi dans le contexte, le ministère des Finances et notre AMF à nous, en plus d'associations professionnelles en valeurs mobilières ou autres. Donc, pour ce qui concerne les talents, évidemment, ça nous permet d'avoir une vue qui est vraiment complètement 360 au niveau de la problématique. Alors, comment ça se traduit concrètement? Bon, nous, on vise trois clientèles. On vise d'abord les étudiants, parce que de façon bassement matérielle et pratico-pratique, on a besoin de talents en finance et le taux de chômage d'environ 1% dans notre industrie. Donc il faut des talents, non seulement en nombre absolu, mais également avoir les bons profils. Donc on fait beaucoup de démarches à ce niveau-là, en termes d'éveil, de vocation, si je peux dire, et puis de parcours à travers nos membres. La deuxième catégorie, ce sont évidemment les professionnels de la finance. Alors on peut débattre longtemps de qu'est-ce qui est requis pour être un bon professionnel de la finance. D'abord, ça va varier par métier, entre une personne qui fait de la vente de produits de placement à un particulier et puis quelqu'un qui est en financement de projet, ce n'est pas les mêmes compétences. Donc, au niveau des professionnels de la finance, notre approche, c'est en fait de mettre en commun les meilleures connaissances qui sont dans les universités membres chez nous, ou non membres en fait. Donc, un best-of, si je peux dire, de ce qui se passe à Montréal, et de le proposer en micro-parcours aux gens qui sont des professionnels de la finance. Et pour ça, on bâtit aussi le contenu des cours en sondant nos propres membres. Je pense qu'on a fait une vingtaine de sondages auprès de nos membres, donc on a une bonne idée de ce qui se passe. Il faut aussi comprendre que c'est un programme qui est très, très souple, parce que le contenu change constamment. Ne serait-ce que sur l'aspect réglementaire, on y perd notre latin. Là, tous les jours, il faudrait quasiment passer 2 heures à faire des revues de presse. Donc, c'est sûr qu'il faut que ça soit évolutif. Ça, c'est la deuxième catégorie de la clientèle cible. Et la troisième, exactement, je partage ce que Anne-Catherine a dit, c'est les professionnels de la finance, ou disons en général, les gens qui sont impliqués au niveau financier dans les entreprises. Parce que, comme je le dis souvent, à titre d'image, toute cette question de la finance durable, c'est pas pour faire de la finance durable en soi-même, là, c'est pour arriver à transformer l'économie. Et donc, il faut absolument associer les acteurs, notamment les PME. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse. Les grands groupes ont ce qu'il faut pour s'organiser, mais les PME, ça va être très difficile, très rapidement, s'il y a un décalage qui se poursuit entre ce qu'on fait en finance et ce qui se passe dans l'économie réelle. Donc, voilà.
Super, merci beaucoup Jacques. Alors Jean-David, justement, vous conseillez, vous accompagnez donc, du coup, des acteurs divers et variés. Est-ce que vous partagez un peu ce constat, notamment sur la montée en compétences? Oui, donc ça, je pense qu'il y a 3 constats qu'on partage et qu'on voit vraiment chez l'ensemble des clients. C'est l'accélération de la transformation, et donc la question de l'ESG, c'est vraiment comment on s'y prend et comment on opérationnalise la transformation, comment ça descend dans les fonctions et sur toute la chaîne de valeur. Le deuxième constat, c'est que c'est un sujet quand même qui demande de la technicité. Et donc on ne s'improvise pas comme ça, sachant sur les sujets, que ce soit E, S ou même sur les sujets de gouvernance. Donc c'est assez technique. Il y a une cliente qui nous disait récemment, j'ai bien aimé la formule, je me méfie des Monsieur Jourdain de la RSE. Donc j'avais bien accroché, et c'est vrai, mais dans le même temps, on a aussi le défi que tout le monde doit quand même monter en compétence pour transformer le modèle. Donc on a ces deux injonctions un peu, ce challenge à relever. Et le troisième constat, c'est la pénurie de talents. Nous, on a travaillé avec plusieurs grands groupes sur ce qu'on appelle du strategic workforce planning. C'est-à-dire qu'en fait, on se projette à 5 ans ou à 10 ans et on se dit sur l'ESG de combien de ressources on a besoin, de combien de talents et sur quelles compétences. Et les résultats, en fait, sont que suivant les secteurs ou les fonctions dans l'entreprise, on est entre 15 et 25% de gap, d'écart, de manque. Donc à l'échelle d'un groupe de 100 000 personnes ou plus, ça fait un écart colossal à combler par du recrutement, mais le marché est super tendu, donc c'est surtout un sujet d'upskilling. Donc voilà, c'est vraiment ces enjeux-là. Donc ça demande vraiment une approche multi-levier. On ne peut pas juste adresser ça sur un seul sujet comme la formation, qui est un levier critique. Bon, on y reviendra. Super, merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'on le voit bien, hein, cette thématique prend de plus en plus d'ampleur, mais on pourrait se poser la question, c'est comment on est arrivé à un tel stade où on a un marché qui est sous tension, où c'est difficile justement de recruter sur ces thématiques. Alors Anne-Catherine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est venue cette pénurie et comment elle s'explique? Alors j'avais envie de rebondir en disant, en fait notre premier problème c'est de casser les moules. Les moules au sens où en fait on a un vrai timing, c'est-à-dire que ce que Nolwenn a très bien décrit, c'est quand même, en gros, il faut penser complètement autrement. L'analyse de risque, l'analyse de financement de projet, et en plus avoir en tête un seul mantra, tout est lié. C'est-à-dire qu'effectivement, et ce qu'on a fait depuis 7 ans, qui est de se dire, vous avez quand même plein d'acteurs qui disent on va décarboner full stop. On va décarboner full stop, on va juste aggraver d'autres problèmes par ailleurs, et on n'a pas cette vision globale et systémique du fait que si on travaille que sur la question de la décarbonation et pas avec les limites planétaires, qu'elles soient sur les minerais ou sur le reste, et bien évidemment sans tenir compte des impacts sociaux qui font qu'il y a des transformations radicales et qui arrivent bien avant ce qu'on avait prévu sur le papier, ça c'est vraiment un problème. Et pour arriver à raisonner comme ça, il faut casser les moules dans lesquels on est élevé, au sens alors, personnel, je ne sais pas, mais en tout cas dans lequel on vous enseigne ça. D'abord, on a des silos, on en parlait, moi, je rencontre souvent des profs d'université ou autres, vous êtes dans une discipline. Et tous les gens, alors on porte au nu Edgar Morin ou Bruno Latour, c'est une très bonne chose, mais enfin ils sont quand même très isolés. Et en plus ils sont, alors Edgar Morin est un prophète populaire, mais enfin dans le monde de la recherche c'est pas évident. Et Bruno Latour, il était beaucoup plus célèbre à l'étranger qu'ici. Donc il y a déjà ce premier problème qui est de comprendre que tout est systémique. Et que, évidemment, pour avoir une pensée systémique, et c'est par exemple tout ce qu'apportent les travaux de Bruno Latour, c'est absolument clé. Et donc, si déjà on n'a pas cette première étape qui est l'enseignement, et quand on parle des moules, bon, soyons clairs, dans le milieu de mon voisin, dès qu'on est senior à 35 ans, 38, ouais, 40, donc à partir de 40, on est considéré que soit on est associé, soit on vaut plus grand-chose. Et donc du coup, et après il y a aussi le problème des femmes, des hommes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est encore devant nous, c'est notre capacité, puisqu'on a une pénurie de talents, au sens il y a très peu de gens qui ont été formés, parce qu'il y a très peu de formateurs aujourd'hui, quels qu'ils soient, dans le milieu éducatif, dans le milieu académique, dans le milieu professionnel, il y a très peu de gens en fait qui sont capables
aujourd'hui, parce qu'ils ont le bagage qu'on vient d'évoquer, de le disséminer. Donc on a déjà ce premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'en fait, dans les entreprises ou dans le milieu de la finance, c'est pas mal non plus, on a une façon de raisonner qui n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'il y a eu des engagements très forts. En revanche, la capacité à mettre ces engagements et à casser les moules que j'évoquais, c'est-à-dire pourquoi et comment on recrute un professionnel, sur quels critères, est-ce qu'il est formé dans telle et telle école, quel âge il a, est-ce que c'est une femme ou un homme, tous ces sujets-là aujourd'hui sont assez peu portés, et surtout c'est un des sujets que je déplore beaucoup en France, c'est qu'on ne fait pas le lien entre une politique de diversité à tous les sens du terme, sexuel, d'origine, d'âge, etc., et le fait d'avoir une politique de transformation d'un point de vue énergétique. Donc on a une double pénurie. Un, il n'y a pas grand monde qui est formé pour former, et par rapport aux besoins. Et deux, si on se contente d'essayer à la marge de verdir un peu, de décarboner un peu, mais pas de transformer radicalement la façon dont on conçoit la formation, la façon dont on recrute, la façon dont on développe les compétences des uns et des autres, on va avoir du mal à y arriver, même en mettant autant d'argent sur la table. C'est sûr. Et alors justement, parce que cette pénurie qui touche aussi donc, du coup, les formateurs et les professeurs, comme Anne-Catherine vous le soulevez, Nolwenn, donc du coup, vous l'évoquiez au tout début, vous avez un peu regardé un peu tous les parcours de formation qui étaient disponibles dans le monde académique. Et est-ce que donc du coup, cette pénurie, vous l'avez remarqué justement en termes de compétences des formateurs, des professeurs ? C'est vrai que en fait, je voudrais juste rétablir quelque chose. Il y a quand même pas mal de profs qui sont formés. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez. Et la formation des formateurs, c'est vraiment un enjeu central dans la formation pour transformer. Et en fait, c'est assez normal finalement quand on y pense. Un enseignant, il va être formé à la finance ou à son sujet spécifique de, je sais pas, finance de marché, disons, et il n'aura jamais vu rien d'autre que de la finance, voire de l'économie dans le meilleur des cas. Et en fait, tout ça vient d'une pensée très silotée, un manque d'interdisciplinarité dans les formations. Du coup, ce que nous, on propose, c'est que les enseignants en finance, mais pas que, en fait, in fine, ça devrait être tous les enseignants, soient formés aux limites planétaires à hauteur de au moins 48 heures, et dont 20 heures sur l'implication de ces limites planétaires sur la pratique de leur matière. Voilà, ça c'est une recommandation qu'on fait. Aussi, les professeurs doivent pouvoir monter en compétences, donc ils doivent être accompagnés par leurs établissements pour pouvoir le faire, ils doivent être soutenus, donc soit avec du temps alloué pour se former, ou aussi, pourquoi pas, des moyens financiers, puisque ça manque parfois dans l'université publique. Ensuite, un autre pied de l'enseignement, c'est la recherche. En fait, la recherche, c'est quelque chose qui est l'incitatif premier des professeurs, des enseignants, puisque c'est comme ça qu'est établi le salaire, c'est comme ça que l'enseignant va avoir une meilleure reconnaissance et voir son statut, avoir des promotions. Et en fait, cette recherche est importante, mais elle est toujours très silotée, et il faut pouvoir développer l'interdisciplinarité et prendre... pour pouvoir le transformer, et notamment du coup, cette incitation des profs par la recherche, ça empêche finalement, ça incite pas vraiment les profs les professeurs, à s'intéresser, à passer du temps à transformer leur enseignement, puisque finalement on met davantage de temps dans la recherche, puisque c'est ça qui est valorisé. Et ensuite, sur la recherche, on a besoin de pluridisciplinarité, on a besoin que les enjeux écologiques soient pensés de façon centrale avec les enjeux, avec le fonctionnement de la finance. Par exemple, on pourrait réfléchir à une recherche sur comment gérer les actifs échoués. On doit échouer des actifs. Comment le faire? Est-ce qu'on crée des structures de défaisance? Comment on peut faire pour que ça ne soit pas à la charge de la société uniquement? Donc, c'est des sujets de recherche qui sont très intéressants et dont la recherche en finance peut s'emparer. On a également un besoin de pont entre les disciplines. On a un manque de pluridisciplinarité, et on pourrait voir donc des professeurs
on le voit déjà en fait dans certains établissements, discuter entre eux et voir, je ne sais pas, des professeurs en physique donner des cours dans des établissements, dans des formations en finance pour expliquer la physique du changement climatique par exemple. Et enfin, ce dont on a besoin pour les établissements en sens global, c'est aussi de former l'encadrement. Donc il n'y a pas seulement un besoin de formation des enseignants, mais aussi un besoin de formation de l'administration, de l'encadrement. Et ce qu'on propose, c'est au moins 10 heures de formation aux enjeux écologiques pour qu'eux aussi prennent conscience de la nécessité de se transformer et puissent aussi l'intégrer dans les pratiques en général dans son établissement. Et encore une fois, c'est seulement certains exemples de ce qu'on propose et je vous inviterai à lire le rapport le 15 décembre. Super, merci beaucoup Nolwenn. Je crois que Anne-Catherine, vous vouliez rebondir, c'est ça? Peut-être juste sur deux choses, qui est effectivement un mot qu'on n'a pas prononcé, je crois encore, qui est l'analyse des risques. C'est-à-dire qu'en fait, la clé qui fera la transformation, c'est la compréhension par les acteurs, quels qu'ils soient, du fait qu'il y a des risques sur lesquels ils ne sont pas formés et qui ne sont pas tellement formés en écoutant des médias, par exemple, ce qui est quand même le gros de la formation de gens qui travaillent aujourd'hui ou qui dirigent des entreprises ou autres, et que ces risques-là sont en fait très concrets. On l'a très bien vu sur l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était une ligne dans des frais généraux il y a un an est devenu la préoccupation majeure, voire la raison pour laquelle des entreprises ferment. Donc c'est vrai qu'au-delà du fait que tout est lié, la question, enfin le point le plus fort, c'est qu'aujourd'hui, et ça on voit une accélération incroyable de gens qui arrivent et qui du coup cherchent sur Internet, nous trouvent potentiellement d'ailleurs, pour dire mais comment je vais faire moi, parce que l'énergie c'est devenu clé, et oui j'ai pas mis des panneaux solaires mais j'avais pas pensé que ça pouvait être utile, etc., etc. Donc on a un mélange très curieux aujourd'hui à la fois d'accélération de la demande, de risque par les risques opérationnels et d'une faiblesse aujourd'hui de travaux de recherche, des travaux de choses comme ça qui permettent d'y répondre et surtout d'avoir des réponses opérationnelles très rapides, alors que c'est pas possible en fait. Si vous n'avez pas commencé à anticiper votre transition énergétique il y a 2 ou 3 ans, ça va être très très compliqué là. C'est sûr. Alors je crois que vous voulez rebondir et après peut-être on va passer sur un sujet. Alors rapidement, je trouvais que cette remarque était très intéressante puisque en fait, nous aussi, on a étudié l'analyse de risque en tant que famille de métiers à part entière. Et ce qu'on remarque, c'est que les risques financiers classiques ne sont que très rarement pensés au prisme des enjeux écologiques, alors qu'il y a au moins un risque, le risque physique, qui va atteindre directement les structures des entreprises, soit dans la chaîne de valeur ou soit même des acteurs financiers. Et on a pu voir, par exemple, un risque de crédit se matérialiser à cause d'un vortex polaire au Texas qui a conduit à la faillite de 4 compagnies, il me semble, énergéticiennes. Donc en fait, on voit que chaque risque financier doit être vu au prisme des risques physiques que font peser le changement climatique, mais aussi l'érosion de la biodiversité et la raréfaction des ressources minérales et naturelles. Super, merci beaucoup. Alors c'est vrai que justement par la parole que vous nous partagez aujourd'hui, on se rend compte véritablement qu'il y a vraiment un problème de fond, notamment sur le domaine des académiques, notamment parce qu'on a peu de formateurs, on arrive peu à partager les compétences nécessaires. Alors, et donc on vient quand même à se demander si aujourd'hui les formations académiques suffiront juste à réaliser nos transitions de manière opérationnelle. Alors est-ce que justement, Jean-David, est-ce que vous pensez qu'on arrivera juste avec les parcours académiques à réussir cette transformation ou il faut aller chercher autre part? Là, je vais abonder dans le sens de ma voisine, parce qu'en fait, je partage le constat que vous faisiez tout à l'heure. Les formations académiques, c'est nécessaire et je pense que tous les groupes sérieux s'y mettent avec des ingénieries pédagogiques assez pointues, avancées, du blended learning, des choses assez innovantes avec des startups, des écoles, de la gamification, etc. À la fois socle commun et spécifique. Donc ça, c'est un élément qui est quand même assez fondamental. Mais on sait que pour monter en compétences, le savoir académique, même si la formation est top, c'est que 20% de la montée en compétences.
les 80% de la montée en compétence d'une personne, c'est ce qu'on appelle le learning by doing, c'est il faut que ça prenne vie dans la réalité opérationnelle du quotidien de la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller sur une logique transformationnelle pour les entreprises, pour que ça s'opérationnalise et que le SG, que ce soit sur les 3 volets, prenne corps et soit une réalité pour les collaborateurs. Sinon, en plus, il y a un risque de désillusion et de déception par rapport à la promesse et la communication qui est vendue, et ça pose un problème aussi de rétention et d'attraction. Ce qui fait que les clients, quand même, ont évolué là-dessus. Donc là, moi, je tempérerais juste un petit peu ce que vous disiez. Nous, on accompagne beaucoup de clients sur les sujets de l'entreprise à mission, les labels B Corp, où il y a quand même une cohérence d'ensemble qui est mise en avant sur les piliers E, S, G dans une feuille de route cohérente avec des engagements, etc. Et ça met quand même en tension l'entreprise. Et après, ça se décline de manière opérationnelle dans les métiers et dans les fonctions. Et il y a vraiment une transformation qui est mise en œuvre avec des leviers organisationnels, de processus, de formation, et un sujet culturel également, qui est souvent pris par les RH, qui est critique. Donc le fameux moule a changé. Je pense que les clients s'en aperçoivent de plus en plus que la logique de shifter sur une logique d'impact, notamment pour les financiers, qui ont quand même été nourris au seul étalon financier toute leur vie pour prendre des décisions et piloter le business. Là, il faut amener l'impact environnemental, l'impact sociétal dans la prise de décision, les monter au même niveau. Donc la formation et la culturation de tous les managers qui sont en proximité avec les équipes sur le sujet de l'impact est quelque chose de clé. Et il y a pas mal de groupes aujourd'hui qui ont lancé à l'échelle des formations sur la ligne managériale, sur le leadership à impact. Et c'est ces personnes-là qui sont en contact des jeunes générations qui arrivent. Et c'est assez critique en fait pour transformer le modèle. Donc pour résumer, c'est vraiment logique transformationnelle, c'est ça qui va faire monter en compétences. Je pense que les groupes s'y sont tous mis et c'est en train de descendre et d'infuser dans les fonctions. Et on est un peu au milieu du gué avec des best practices et puis des personnes qui sont un peu plus suiveurs. Super, merci beaucoup. Alors oui, on parle depuis beaucoup justement de formation, mais aussi d'information, parce que ces connaissances, il faut les partager. Alors Anne-Catherine, vous êtes à la tête d'un média justement qui a le but d'informer. Comme vous nous disiez au tout début, vous avez développé des formations pour y arriver, pour compléter cet objectif. Alors pourquoi justement l'information ne suffira pas à transformer justement nos modèles ? Ben c'est ce que Jacques évoquait, c'est-à-dire le fait qu'en gros, aujourd'hui, tout ce qu'on vient de dire est évidemment vrai, mais j'allais dire c'est même qu'une partie du sujet. L'autre partie du sujet, c'est-à-dire qu'il y a une première entrée, on va dire, quelle que soit l'origine, qui est de se dire, bon, ok, il faut penser autrement, il faut que je me forme sur d'autres compétences que je n'ai pas forcément au départ et trouver les moyens. Et aujourd'hui, même si je parle toujours de façon un peu exagérée, elle commence à être quand même, on peut trouver des choses et elle se développe de plus en plus parce que l'identification du fait que c'est ça la clé a assez développé. En revanche, effectivement, une fois qu'on a dit ça, on a juste commencé le chemin, comme on dit en anglais. Et donc, du coup, et c'est là où la notion de média, et ce qui est dans notre cas, on a développé un média dit pro sur abonnement parce qu'en fait, c'est le seul moyen, c'est-à-dire d'avoir un agenda journalistique qui permet de publier très régulièrement, de tenir au courant ceux qui suivent ce média des nouveautés de la régulation. Je pense qu'aujourd'hui, la régulation européenne, ça serait intéressant d'avoir le point de vue canadien sur notre régulation, quand même d'une complexité certaine, avec un agenda décalé. Il se passe quand même à peu près tous les jours quelque chose, même quand il n'y a pas de Climate Finance Day, d'une façon ou d'une autre, j'allais dire à la fois parce que les ONG environnementales ont effectivement aujourd'hui ciblent beaucoup le secteur financier parce qu'il est la clé de beaucoup de choses. Et donc du coup, aujourd'hui, la logique dans laquelle nous on s'inscrit et ce qu'on propose comme offre, c'est à la fois une offre de formation qui se cale sur les nouveaux modèles type blended, etc., mais aussi une prolongation par un type de plateforme qui est faite par des journalistes avec des études, avec des choses comme ça, et en particulier sur l'analyse de risque. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, et ça c'est l'ADN de Novetic, c'est de se dire
en fait, comme on et je suis journaliste, au départ, c'est qu'on peut toutes les choses complexes peuvent être expliquées de façon claire, et c'est ça normalement le métier de journaliste. Donc à partir de là, on doit pouvoir expliquer des choses extrêmement complexes à un public relativement large parce qu'il n'a pas les compétences nécessaires au départ, et d'être un vrai pont qui permet aux gens de passer d'une rive à l'autre et de façon à effectivement acter l'idée qu'aujourd'hui, on parle d'ailleurs souvent de blended en termes de formation parce que finalement on se forme de plein de façons. Internet est un vaste Far West dans lequel on peut trouver plein de choses, mais nous on essaie d'organiser ces choses et encore une fois créer des ponts pour accéder à cette complexité et la décoder. Parce que franchement, y compris la taxonomie, je pense que personne n'entre dedans comme ça par hasard en se disant j'ai tout compris, quoi. C'est pas possible. C'est sûr. C'est des enjeux qui sont pourtant cruciaux. Arriver justement à décoder toutes ces nouvelles thématiques, notamment par le fait de leur complexité. Alors là, pour l'instant, justement, les constats qu'on évoque, notamment aujourd'hui, on parle beaucoup, notamment dans le coup de la France, de l'Europe, mais justement, je voulais me retourner vers vous, Jacques. Est-ce que ces constats, ces enjeux, on les retrouve aussi au Canada, mais de manière plus large en Amérique du Nord, ou est-ce qu'ils sont un peu différents ? La réponse est oui et oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une planète qui est différente de celle-ci, enfin de où on est. On a on fait les mêmes constats, on a les mêmes enjeux. Par contre, le contexte est très différent à plusieurs égards. Premièrement, la grosse différence, je trouve, entre mettons la France et le Québec ou le Canada en général, c'est que le débat n'est pas parti du même endroit. Ici, il y a eu vraiment une impulsion après l'accord de Paris à travers les pouvoirs publics qui ont été très, très proactifs. J'écoutais la capsule vidéo du ministre Le Maire tout à l'heure et force est d'admettre qu'il est quand même présent dans une conférence comme celle-ci. Nous, on a fait 2 sommets de la finance durable à Montréal. Je me disais avec mon collègue tout à l'heure, il faut qu'on ait notre ministre des Finances aussi dans notre sommet l'année prochaine. Parce que donc, ça traduit bien le décalage. Chez nous, c'est vraiment le secteur privé qui mène la charge, carrément. Donc, par contre, les acteurs se rejoignent au moment où on se parle. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que nous allons avoir le mandat, nous avons le mandat d'établir la feuille de route du Québec en matière de finances durables. Et ça va forcer de regarder tous les angles, que ce soit la réglementation, que ce soit les acteurs financiers. L'autre élément, c'est que, honnêtement, je le dis un peu à la blague, mais on ne portera pas de col roulé au Québec cet hiver parce qu'on n'a pas d'enjeu d'énergie. Donc, le débat n'est pas influencé par... Non plus, mais parce qu'il fait trop chaud. C'est ça, oui. Mais disons que l'impact de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement énergétique, on ne le ressent pas. Pas encore. Par contre, il y a eu la visite du chancelier Scholz au Canada. Il n'est pas venu chercher du sirop d'érable, je vous le garantis. Comment ça va se traduire concrètement, je ne le sais pas. Donc, oui, les choses sont différentes. C'est aussi un écosystème qui est un petit peu à cheval entre les États-Unis et l'Europe, notamment au Québec. Naturellement, ça a été toujours la porte d'entrée. Donc, il y a une sensibilité européenne chez nous, il y a une sensibilité américaine. On fait les affaires à l'américaine. Ça fait un milieu unique pour faire avancer les dossiers. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis oui et oui. La méthode ne sera pas la même. On n'a pas, d'un point de vue réglementaire, la pression qu'on peut voir dans les nouvelles récemment, ou ce que je comprends aussi de nos visites, c'est que beaucoup d'acteurs ici commencent à se sentir un peu coincés entre prendre des engagements, donc être accountable, si je peux dire, et soudainement se faire pointer par toutes sortes de gens qui... Et ce qu'on entend, c'est est-ce qu'on va continuer à prendre des engagements finalement si c'est pour se faire taper sur les doigts. Fait que ça, c'est inquiétant. Par contre, d'un point de vue fondamental, puis peut-être c'est là où ça se rejoint, il y a des indicateurs que les choses changent très vite. On a fait un sondage, je ne me souviens plus exactement de quel moment, mais qui montrait que 72-75% des consommateurs, du moins au Québec, voulaient que leur conseiller en placement leur parle de placement responsable. Mais par contre, il y en a très peu qui sont capables d'en parler. Donc, il y a une attente et il y a un décalage important. Donc, c'est sûr que ça ouvre des perspectives évidentes là, d'accélération et de pression. Puis sur les entreprises, c'est la même chose. Il y a vraiment, je pense, plus qu'on pense, une volonté des chefs d'entreprise de transformer leur mode de fonctionnement. Mais la façon de le traduire en réalité, on n'est pas tout à fait là encore. Hein.
parce qu'il y a un problème de communication, tout simplement, il y a un problème de concept. Donc je pense qu'on est confiant, on est un petit milieu, hein, on a une fluidité chez nous, on est moins de 10 millions d'habitants, donc il y a vraiment une capacité de faire bouger les choses très très vite. Puis c'est un peu pour ça qu'on s'intéresse aux échanges avec la France, là, c'est pour prendre des idées ici, puis peut-être vous en vendre une ou deux au passage. Voilà. Super, merci beaucoup Jacques. Alors justement, on parle justement beaucoup d'information, de formation. Pour mettre un peu plus de concret dans toutes ces idées qu'on évoque aujourd'hui, est-ce que Jean-David, vous pouvez nous donner par exemple des exemples d'actions très concrètes que vous avez réalisées ou où vous avez aidé des différents acteurs à réaliser pour faire monter en compétences sur ces sujets de durabilité? Oui, alors il y a plusieurs exemples. Il y en a un que j'aime bien, c'est l'économie circulaire. Parce que l'économie circulaire, c'est très transformant. En fait, ça change tout le business model de l'entreprise, la chaîne amont, les achats, la supply chain, les usines de production, mais également les produits et la proposition de valeur qu'on fait aux clients et tout le modèle financier derrière. Donc c'est pour un client qui se lance sur cette transformation, ça fait peur. Et c'est un gros défi, mais c'est aussi une super opportunité de faire monter en compétences et d'accélérer la montée en compétences de ses collaborateurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc nous, on a vu des clients et on a accompagné des clients sur cette démarche-là. Et ils ont réussi vraiment à franchir un pas significatif à l'échelle de l'entreprise en prenant ce sujet-là. Et la manière dont, peut-être la recette qui a bien marché, c'est qu'ils se sont appuyés sur les pools d'experts qu'ils avaient dans les équipes RSE. Et ils ont mis en œuvre des logiques de collaboration et des modes de collaboration avec ces équipes. Et les équipes des achats, les équipes dans les usines, les équipes de vente, le marketing commercial, pour définir le modèle de demain. Et les équipes finances, elles, ont consolidé en fait l'ensemble de ce résultat pour travailler sur le business plan futur, les scénarios, etc. Puisqu'en fait, ça change quand même pas mal le business model. Et donc là, il y a quand même eu un gap qui a été franchi, et ça a fait monter en compétence à la fois les équipes RSE, parce qu'elles ont compris aussi les enjeux métiers dans les business, et les business sont également montés en compétences sur les sujets RSE. Donc la clé dans la manière dont les gouvernances sont organisées, les centres d'expertise, dont on peut faire levier sur ces centres d'expertise de peu de sachants pour les infuser dans le business, est assez clé. Peut-être le deuxième exemple, c'est sur tout ce qui est performance en logique intégrée, c'est-à-dire avoir une vision de la performance, qui soit financière, sur le côté environnemental et sociétal. On a accompagné également des groupes, un peu dans cette même logique, où ils ont mis des groupes de travail ensemble pour réunir un peu le monde de la RSE, qui était un peu taxé de bisounours, et les personnes du métier, qui étaient plutôt ceux qui faisaient le vrai business. Et donc, en travaillant aussi avec le levier de la conduite du changement et de l'humain, pour une volonté de rapprocher ces deux cultures, sur comment on pilote la performance demain, c'est quoi les critères de décision d'un investissement, en revisitant tout le portefeuille projet et le portefeuille d'initiatives stratégiques au travers de ces critères. On est arrivé quand même avec ce client, et c'est des gros clients hein, sur l'agroalimentaire, à définir un cadre commun et partagé, donc à la fois sur le volet technique et sur le volet aussi de l'engagement des équipes, sur comment on va piloter demain sur une performance qui met au même plan le financier, l'environnemental et le sociétal. Peut-être pour rebondir sur cet exemple précis, je pense qu'effectivement, ce qui va changer complètement, c'est ce qu'on a parlé d'impact, c'est-à-dire la façon dont on sait bien aujourd'hui que dans un business plan, le retour sur investissement, il se calcule sur des charges qui sont incluant rarement le prix du carbone, voire le prix de la biodiversité, etc. L'argument principal, s'il y a la volonté de le faire, c'est de dire oui, mais on n'a pas la donnée. Alors sur le CO2 éventuellement, mais on est en scope 1 si tout va bien. Et donc en fait, on a
ce que j'appelle des éléphants dans la pièce à chaque fois, parce que son business plan, en fait, il tient pas tant que ça la route. Je vous donne un exemple très concret récent qui est la Clusa. L'argument de la Clusa, c'est de dire, de toute façon, pour continuer l'activité de ski, qui, selon le maire de la Clusa, fait travailler 2000 personnes, et c'est ça qu'il met en avant, donc pour la pérennité de cette activité. Donc, il faut faire de la neige artificielle, et l'ambition, c'était 45% de neige artificielle avec Clusa, puisque c'est une station de mémoire pas très haute, et donc, effectivement, l'enjeu de la neige est colossal. Donc, déjà, on a un problème dans ce raisonnement-là, c'est-à-dire de dire, en fait, notre activité, elle est pérenne parce qu'il faut sauver 2000 emplois, mais ces 2000 emplois, comme si on allait les sauver, alors lui, son horizon, c'était 30 ans quand même, hein, c'est-à-dire pendant 30 ans. Bon. Or, compte tenu de tout ce que Nolwenn rappelait, on n'a pas 30 ans pour dire qu'on va maintenir ces 2000 emplois parce qu'il faut qu'ils soient maintenus parce qu'on n'en a pas d'autres. Normalement, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et en fait, là où on a très rapidement un changement énorme, c'est que donc ils font quand même leur projet d'énormes retenues d'eau pour faire cette neige artificielle qui est la condition de la pérennité de l'activité de ski. Résultat des courses, elle a été attaquée, il y a eu une ZAD, et surtout les tribunaux ont arrêté les travaux au nom du fait de l'impact de biodiversité de ces travaux. Et là, on avait un condensé, il y avait un très bon reportage sur France Inter hier matin, qui avait le condensé de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un maire qui dit « j'ai 2000 emplois à sauver ». Des gens qui défendent la biodiversité qui disent oui mais vous allez le faire en détruisant la biodiversité de la montagne qui quand même est en train d'encaisser les premiers impacts les plus visibles du réchauffement climatique et de la biodiversité. Et en fait c'était un vrai dialogue de sourds, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du même monde, ils ne parlaient pas du même point de vue et qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que environnement contre social est le logiciel cognitif qu'utilisent la plupart des décideurs aujourd'hui, qui soient élus ou en entreprise ou dans le monde de la finance, et que finalement, notre vrai problème, c'est ça. Notre vrai problème, c'est ça. Tant qu'on sera sur un logiciel de ce type-là, et c'est là où la formation est clé, alors en plus, chez les dirigeants français, on ne se forme pas, souvent, parce qu'on a fait une grande école il y a 25 ans, et donc on est formé pour la vie. J'ai l'habitude de dire les choses assez cash, mais c'est tout à fait vrai. Donc il y a un vrai sujet, c'est-à-dire, et moi je le vois dans les dirigeants que je rencontre aujourd'hui, c'est des gens qui prennent leurs décisions à l'aune d'un schéma mental qui a été construit il y a 25 ans. Et par définition, pas comme il faut. Et donc en plus, et avec une dose d'humilité relativement faible. Donc l'un dans l'autre, la conviction que j'ai après 20 ans d'expérience dans tout ce domaine, c'est de me dire c'est ça notre problème. Comment on débug ça? Je sais pas. Mais en tout cas, j'y travaille. Mais c'est un vrai sujet. Super. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les quatre pour ce riche moment de partage. Peut-être pour clôturer un peu la table ronde, je vous poser un peu une question ouverte, notamment parce que malgré le constat qu'on fait, notamment sur le manque de talent ESG qui est crucial aujourd'hui pour réaliser, est-ce que vous pensez que le secteur financier arrivera quand même à accélérer la transformation de notre économie? Je ne sais pas si par exemple Jacques ou Oui, moi je suis très optimiste, ne serait-ce que... comme HEC, je le prends pas mal. Mais ce que je voulais dire... J'ai pas dit que les écoles étaient mauvaises. Non, c'est ça. J'ai dit que l'idée qu'on est formé pour la vie est dangereuse. C'est vrai que le point de départ, et d'ailleurs votre grand gourou est connu pour avoir fait des interventions à l'ESCP qui sont savoureuses sur le sujet de la finalité de la formation. Mais cela dit, oui, je suis optimiste. Ceux qui ne connaîtraient pas le gourou de Nolwenn, c'est Jean Covici. C'est le mot qu'on ne prononce pas, mais... oui, parce que de toute façon, si on se met d'un point de vue très tourné vers la finance, il n'y a pas d'autre salut possible. Si vous pensez à la relève, par exemple, en finance, et nous, on le voit comme ça, c'est une chance historique pour l'industrie de changer son image malgré tout ce que tout le monde peut en penser. Parce qu'il faut admettre que la finance, c'est des bandits, c'est des créateurs de crise, c'est des golden boys qui roulent en Porsche et des gens qui n'ont pas de cœur. Ça, je résume. Et donc, pour des jeunes qui sont à des choix de carrière, c'est pas très intéressant. Ils veulent tous aller chez Google ou ailleurs. Donc, si la finance est capable de changer son impact réel, d'un point de vue de l'industrie elle-même, c'est une planche de salut. On a 1% de taux de chômage, on n'a pas le choix. Pour les jeunes aujourd'hui, et je le sais parce que je suis dans le cœur de l'action avec tous mes membres, ils disent carrément, si vous voulez transformer l'économie, venez travailler en finance. C'est là qu'on se prend les décisions, oui ou non, sur des prêts ou des investissements. C'est aussi simple que ça. Le message passe peut-être pas encore, mais ça fait que je suis très optimiste pour ce qui est de la transformation ultime.
on n'a pas le choix. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter justement, partager un peu dans notre constat, ou vous êtes d'accord avec Jacques? Moi je suis d'accord, je pense que la transformation elle est à l'œuvre. Je serais peut-être moins optimiste parce qu'il y a un enjeu d'accélération quand même qui est très fort et on n'y est pas du tout. Hein. Là on est quand même, on prend même du retard. Je pense que le volet technique, c'est un sujet qui est clé, mais le volet culturel, de changement de logiciel, et donc humain aussi, avec les nouvelles générations qui arrivent, c'est ça la clé pour passer du pilotage extra-financier à la mesure d'impact, à la comptabilité en triple capital, pour qu'on arrive ensuite à avoir un débat éclairé sur telle décision, ça impacte sur le social comme ça, sur l'environnement comme ça et sur l'économique comme ça, et au moins on a un débat qui a lieu, qui est éclairé sur une base commune. Donc je pense et ça c'est un shift culturel important. Donc pour moi l'enjeu il est surtout là, et c'est pas là où on est les meilleurs. Comme vous le disiez, on est plutôt bon en maths, les dirigeants sont formés dans les bonnes écoles d'ingénieurs, etc. Le volet humain, il est souvent négligé, et là il va être quand même assez primordial. Je ferai juste un petit mot sur... Moi, je suis raisonnablement optimiste, mais je ne sous-estime pas la puissance de la force d'inertie. Et elle s'incarne en particulier dans les associations professionnelles de lobbying qui, en fait, ont des visions qui freinent des cas de fer. Je pense, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui l'ont suivi, mais quelques fonds de pension, dont celui de l'Église d'Angleterre, viennent d'attaquer en justice Volkswagen en Allemagne. Parce que pour double discours en gros, c'est-à-dire un engagement de neutralité carbone d'un côté et par ailleurs au sein des associations professionnelles déployer tout ce qui est possible de faire pour freiner le verdissement de l'industrie automobile. Et donc c'est une première, c'est-à-dire que c'est des fonds de pension nord-européens et donc l'Église d'Angleterre qui l'attaquent pour justement qu'ils mettent en cohérence ces actions. Et là où je parlais de force d'inertie, c'est qu'effectivement la logique de Volkswagen, c'est de dire bah oui, moi je fais l'électrification pour mon groupe, etc. Mais par ailleurs, je fais tout ce qu'il est possible de faire pour que les réglementations européennes soient freinées. Et aujourd'hui, le nœud, il est là. Et celui-là, il va falloir l'attaquer assez fort. Et c'est vrai que il va falloir que finalement ceux qui sont confrontés à des risques opérationnels prennent le pouvoir dans ces associations ou réfléchissent au message que portent ces lobbyistes, où la plupart du temps ils n'ont pas d'échange, ils ne savent même pas d'ailleurs, et pour qu'on transforme vraiment. Et la cible première de ces formations qu'on vient d'évoquer, c'est bien ce groupe de personnes qui font du lobbying comme métier. Super. Alors Noël, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose, c'est ça? Oui, alors je trouvais cette question intéressante, donc je voulais ajouter quelque chose. Donc actuellement, à mon avis, et c'est pas seulement mon avis, le GIEC le dit aussi, je vais le paraphraser, malgré toute l'attention qu'on porte à la finance durable, on ne voit pas d'impact clair sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour répondre à la question actuellement, est-ce que la finance est en train de se transformer? Peut-être. Est-ce qu'elle l'a fait dans les dernières années? Pas suffisamment. Mais par contre, c'est plus plus loin qu'une question de pouvoir se transformer, c'est une question de devoir se transformer. Parce que si elle ne le fait pas, ce qu'on voit maintenant, c'est que notre système économique et financier et notre économie, enfin nos sociétés sont en prise avec les limites physiques de la planète. On voit qu'on est en train de réchauffer la planète à une vitesse record. Il y a la biodiversité qui s'effondre et du coup, il y a l'un ou l'autre de ces facteurs, donc soit les limites physiques, soit les lois économiques ou de la finance qui vont devoir se transformer. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les lois de la physique, les lois de la biologie et les lois de la géologie ne peuvent pas se transformer. Donc ce sont évidemment les lois de l'économie et de la finance qui vont devoir évoluer. Et si je voulais être facétieuse, je dirais que en fait, il n'y a pas d'alternative pour la finance. La finance doit évoluer, elle doit se transformer pour permettre la transformation de l'économie réelle, puisque in fine, ce sont quand même les conditions d'habitabilité de la Terre qui sont en jeu à long terme. Donc il faut le faire. Et il y a pas mal de leviers pour ça. Un levier qu'on a très peu mentionné maintenant, c'est le levier réglementaire. Le GIEC le dit dans son dernier rapport du groupe 3.
Il faut une politique volontariste des États, donc un État planificateur qui permette aussi aux entreprises d'avoir une certaine visibilité sur ce qu'ils vont faire, sur les technologies qui seront interdites en 2030 par exemple, interdiction de véhicules thermiques. Il faut aussi pouvoir orienter les investissements, dire quels investissements ne seront plus rentables à un horizon précis. Et il faut, donc toute cette réglementation, ça dépasse de loin la seule transparence. Donc la transparence, c'est bien, mais c'est pas suffisant, c'est pas transformant. D'un point de vue des acteurs financiers, il faut former tout le monde, et ça commence par le comité exécutif aussi, la direction d'administration, pour qu'ensuite ils décrivent une stratégie d'action en ligne avec les limites planétaires, et ensuite qu'ils se mettent à former aussi l'ensemble de leurs employés, de leurs collaborateurs, via la formation continue, mais aussi en embauchant des personnes bien formées en formation initiale. Et finalement, d'un point de vue des formations, il faut former l'ensemble des étudiantes et étudiants, et plus tard aussi l'ensemble de la population aux enjeux écologiques, et savoir ce que ça signifie pour la pratique de son métier. Et donc ça, c'est encore une question de formation initiale et formation continue. Et il faut y mettre les moyens financiers et matériels. C'est sûr. Bon, merci beaucoup. Il faut tout changer. Faut tout changer. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'être venus, d'avoir participé à cette table ronde, de nous avoir partagé un peu votre retour d'expérience et votre expertise. Merci à vous pour votre écoute et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.